contribuer à la manifestation de la vérité que dans l'effort de rendre justice aussi bien aux familles et aux victimes, mais aux accusés aussi, si tant est que parmi eux, il peut y avoir des innocents. Merci, Monsieur le Président. Vous avez assisté à l'appel entre M. Moussa Dadis Camara et M. Sidya Touré. Oui, Monsieur le Président. C'était à quelle heure? Bon, je ne saurais dire l'heure exacte, mais si je devrais dire approximativement, ça doit être probablement après minuit ou un peu avant. Après minuit ou un peu avant? Oui, parce que c'était un peu tard quand même. Ce qui est sûr, c'était tard. C'est un peu tard la nuit. Mais je n'ai pas regardé l'heure et je ne voudrais pas dire quelque chose qui ne soit pas précis, comme je me suis engagé dès le départ. Oui, vous avez dit que le 28 septembre, vous avez été appelé par M. Moussa Dadis Camara. Absolument. Pour rallier le camp. Absolument. C'était à quelle heure? Ça, c'est en fin de journée. Peut-être vers 18h, 19h à peu près. C'était pas encore la nuit quand même, mais c'était à la fin de la journée. 19h à peu près. C'était pas encore la nuit quand même, mais c'était à la fin de la journée. Vous avez dit 18h, 19h. Oui, c'est à la fin de la journée, ça je suis formé. Mais il ne faisait pas encore nuit, mais la journée était déjà terminée. Est-ce qu'en ce moment encore, il y a des choses qui se passaient au stade, ou bien c'était fini? Il y a des choses qui se passaient au stade, ou bien c'était fini? Pour moi, j'étais vers Kipé, mais en allant vers le camp, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'était difficile de sortir de la maison, parce qu'il y avait encore des échauffourées et quelques violences dans le périmètre où moi j'habite, à savoir Kipé, et pour être plus précis, l'axe qui part du centre émetteur vers l'aéroport, en passant par le carrefour de Bambeto. Quand vous êtes venu ce jour, vous avez dit que M. Moussa Dadis Camara vous a dit: Thibou, vous avez vu ce qu'on m'a fait? Oui. Ce qu'on m'a fait. Oui. Il voulait parler de qui? Non, franchement, c'est tout ce qu'il a dit. Et après, parce qu'en fait, il y a un couloir, et juste après le couloir, vous avez le bureau. Donc il y avait une assise dans le couloir. Au moment où je venais, c'est là où je l'ai trouvé. Pratiquement, il ne vous a rien dit de spécial. Non, Monsieur le Président. C'est juste cette ça me ramène à vous demander pourquoi il vous a appelé ce jour pour venir. Pourquoi il vous a appelé? Moi-même, par la suite, je me suis posé la question, parce qu'en dehors de ce qu'il a dit et de l'avoir suivi après dans son bureau, pour écouter certainement ce qui s'était passé dans la journée, nous n'avons pas eu d'échange. Donc j'ai dû rentrer après. Donc il ne vous a rien dit? Non. Mais il arrivait qu'il m'appelle et que par la suite, qu'il n'y ait rien de particulier. Ce n'était pas la première fois. Il m'appelait souvent. Mais ce jour était spécial. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Mais il ne m'a rien dit. Après ces événements, il vous a appelé. Oui. Vous êtes venu. Et il ne vous a rien dit? Non, à part ce que je viens de relater. Ministère public, des questions aux témoins. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Thibou Camara, le parquet voudrait d'abord vous remercier pour ce temps et le récit que vous venez de donner. Je voudrais savoir, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous étiez dans le voyage de l'abbé. Je voudrais savoir à quelle heure vous êtes arrivé à Conakry. Moi, parce qu'en fait, on est parti en rang dispersé et on est rentré en ordre dispersé. Moi, personnellement, je suis rentré en début de soirée. En début de soirée? En début de soirée. Du 27? Le 27. Est-ce que, quand vous êtes arrivé, vous avez pris un peu de temps au camp Al-Fayaya? Ou bien vous avez continué directement à la maison? Non, je suis allé directement à la maison. À la maison? Directement à la maison. Vous étiez le conseiller spécial du président Dadis à l'époque? Non, ministre chargé
la communication auprès du chef de l'État et du ministre de la Défense. C'était la fonction précise. Est-ce que vous avez constaté une réunion, la préparation d'une réunion au fin de prendre des dispositions quant à la manifestation du 28, à votre connaissance? Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Non, monsieur le procureur, non. Il n'y a jamais eu de réunion où vous n'avez pas pris part à une réunion pour prendre des mesures idoines dans le cadre de cette manifestation du 28? Non, monsieur le procureur. Alors, je vais revenir ce qui vous intéresse principalement. La communication entre le président Dadis, et le président Sidia Touré. Selon vous, quelle était la nature, l'émotion, la nature de cette communication? C'était houleux entre le président Dadis et le président Sidia Touré, puisque c'est à travers votre téléphone qu'il a communiqué avec lui. Merci, monsieur le procureur. Je ne crois pas que la conversation ait été houleuse ou venimeuse, dans la mesure où l'esprit de l'appel, c'était un plaidoyer dont le président avait été convaincu pour pouvoir parvenir à un accord et à un compromis avec les organisateurs. J'ajoute que c'est le capitaine qui m'a demandé d'appeler Sidia. Cela veut dire qu'il a estimé sans doute, parce que ce n'était pas le seul qui était engagé dans l'organisation, qu'avec M. Sidia Touré, le courant passerait mieux et qu'il était un meilleur interlocuteur que les autres. Le président Dadis n'avait-il pas menacé Sidia Touré en votre présence au téléphone? Non, monsieur le procureur, à aucun moment. Il ne l'a pas menacé? Non. Il n'a pas tenu ses propos. Si vous organisez la manifestation, vous serez tenu responsable. Il a tenu ses propos, oui ou non, devant vous? Vous savez, comme je l'ai indiqué, la conversation n'a pas été à son terme. Il y a eu une première interruption. J'ai rappelé M. Sidia Touré pour une seconde fois. Et après, il y a eu une seconde interruption. Et puis, après, le téléphone ne passait plus. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'échange houleux? Il n'y a pas eu de menace dans les propos du président Dadis? À ma présence et à ma connaissance, non. Quand vous êtes arrivé, vous dites que le 28, dans la journée, vous étiez à votre domicile. Le président Dadis vous a fait appel de venir au camp Alpha Yalo. Quelle était l'atmosphère qui régnait au camp Alpha? Non, franchement, à votre arrivée? Non, c'était un sentiment d'effroi, un sentiment d'émoi, d'incompréhension. Tout le monde autour, pour le peu de personnes que j'ai pu voir, se demandait comment cela avait pu arriver et surtout qui en était l'auteur. On sentait vraiment de la frayeur, de l'émoi, de l'émotion, de la stupeur et un sentiment de détresse, pour ainsi dire, face à l'ampleur du drame et aux premières conséquences qui se faisaient déjà sentir dans la cité. Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes que vous avez trouvées? Quelles sont les personnes que vous avez trouvées au cas Alpha Yalo? Écoutez, ce sera difficile à dire, monsieur le procureur, parce que lorsque on est appelé par le chef de l'État, comme d'ailleurs le 27, on rate le pas et on ne pense qu'à le voir lui personnellement, sans compter qu'à cette époque, il y avait plus de militaires que d'autres personnes, et moi de tout temps, je ne connais pas beaucoup de militaires jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un milieu que je ne connais pas et où je suis. Alors, M. Thibault, vous avez également dit que quand vous êtes arrivé, le président Dadis, vous avez vu une personne qui était abattue. Absolument. Et suite aux raisons de ces morts, vous avez dit que les gens lui ont fait comprendre que c'est par bousculade. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui ont tenu ces déclarations au président Dadis pour dire que c'est par bousculade? Vous savez, tout allait très vite, comme je viens de l'expliquer. Lorsqu'il m'a appelé,
je l'ai trouvé dans le petit couloir, attenant à son bureau, les mains sur la tête. Quand il a relevé la tête et qu'il a vu que j'étais là, il a dit « Tibou, mon ami, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Tu as vu ce qu'on m'a fait ?» Moi, je n'avais pas de réponse face à une telle interpellation. Et presque aussitôt, il a continué dans son bureau et je l'ai suivi. Et la plupart de ceux qui étaient là, je ne connais pas leur nom, mais sont des gens qui appartenaient au service de sécurité et qui ont dû certainement suivre les événements sur le terrain et lui rendre compte de leur déroulement. Parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne suis pas resté dans le bureau, parce que je n'étais pas concerné, quoi. Vous ne connaissez personne de ces agents de sécurité? Non, franchement, non. Vous ne connaissez personne? Non, vous savez, moi, je n'étais pas très intégré. C'était presque, comme je l'ai dit dans ma déposition, j'étais lié à la transition et aux deux personnalités de par mes fonctions. Je n'avais même pas de bureau en tant que tel. Et je venais lorsqu'on me faisait appel. Donc, je n'étais vraiment pas réellement intégré dans le groupe. Et je n'avais pas de relation en tant que tel avec les autres acteurs de la transition. Alors, vous personnellement, vous avez dit que d'autres personnes ont trouvé la mort par balle réelle, à tir à balle réelle. Comment vous avez appris? Qui vous a donné cette information? Par les médias et les appels que je recevais de personnes qui apparemment ou étaient au stade ou étaient avec ceux qui étaient au stade. Les médias le disaient déjà au fur et à mesure, parce qu'à l'époque, il y avait une couverture médiatique minutieuse qui suivait le déroulement chronologique des événements et au fur et à mesure, les nouvelles tombaient. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions. Monsieur Tibou Camara, nous vous félicitons pour la clarté de votre exposé. On va donc continuer à vous poser des questions de précision. Vous allez nous dire comment la garde présidentielle était structurée. Il y avait environ combien d'hommes là-bas? Monsieur le procureur, je pense que c'est une colle. J'ai suivi un peu les débats ici, même ceux qui étaient chargés de la sécurité, dont c'est le métier, et qui étaient dans l'action, n'ont pas pu répondre à cette question. Alors je pense qu'elle n'est pas destinée aux profanes que je suis. Oui, mais puisque vous étiez à la présidence constamment. Avec le président, être avec le président. Est-ce que vous n'avez pas eu une idée sur l'effectif de la garde présidentielle? Être avec le président, c'est pas être toujours à la présidence. Et ensuite, vous savez, les effectifs, les questions de sécurité relèvent de questions d'un autre ordre qui ne pourrait pas être connu de quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas su, il y avait environ combien d'hommes? C'est impossible que je le sache, même si je le voulais. D'accord. À la station de l'Abbaye, qui avait pris la pompe pour mettre du carburant dans le véhicule du président d'Addis? Non, je n'ai pas suivi la scène parce qu'on était scindés en deux groupes. Moi, j'étais avec le second groupe, un peu plus haut, autour du général Sekouba Konaté, et il y avait d'autres, un peu plus loin, autour du capitaine Moussa Dadis Camara. D'accord. Je reviens sur une question posée par mon collègue. Vous étiez rentré à Conakry, à quelle heure précisément? La nuit, c'est sûr. À quelle heure? Non, c'était un peu tard. Parce que il était 0 heure. Quand le président Dadis m'a appelé, j'ai dit que ça doit être vraisemblablement après minuit. Et c'est après que je sois rentré. Il n'y avait pas si longtemps que ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dans la soirée. Et c'est sûr que ça va à minuit, parce que c'est après minuit que j'ai répondu à son appel. Donc c'est un peu avant, si on veut situer dans le temps. D'accord. Et ce meeting-là, comment vous avez appris l'organisation? Comment vous avez appris que ce meeting-là allait avoir lieu? Monsieur le procureur, hier, comme aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une manifestation qui est projetée, venant, que ce soit des acteurs politiques ou ceux de la société civile,
longtemps avant la tenue effective et la date de la manifestation. Il y a une large publicité qui en est faite, et c'est d'ailleurs par cette voie et par ce moyen que la mobilisation est faite. Oui, je veux savoir à quel moment précis vous, M. Thibault, avez été informé. Bon, je ne saurais pas dire le moment, mais lorsque le mot d'ordre a été lancé, et que... C'était une semaine avant, 2 semaines avant, 10 jours, à peu près. En tout cas, c'est un peu avant quand même. Un peu avant. Un peu avant. Un peu avant la manifestation. D'accord. Est-ce que vous aviez remarqué la présence répétée des leaders religieux au niveau de la présidence et pour rencontrer le président Dadis afin d'éviter tout ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils venaient là souvent et ils n'avaient pas la chance de le rencontrer? Monsieur le procureur, je pourrais vous dire que pratiquement tout ce que la Guinée comptait à cette époque, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires, de religieux, d'hommes politiques, se sont succédés et relayés autour du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois. Il avait des rencontres fréquentes avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient issus de la société civile, de la société politique ou de la notabilité religieuse. C'est vrai que je ne suivais pas son agenda parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas en permanence au camp Al-Faya. J'y allais le plus souvent lorsqu'on m'y appelait parce que je n'avais pas de bureau et je n'avais pas de mandat qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp qui était le siège de la présidence. D'accord. À la veille de ces événements, est-ce que vous avez remarqué leur présence pendant la nuit là-bas? Non. D'accord. Et juste avant ce 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévalait à la présidence? Ou bien vous n'avez rien remarqué de spécifique? Comme je disais, avant le 27, tout le monde sait que le travail se faisait la nuit. Et comme partout où il y a un siège du pouvoir, il y avait toujours de l'affluence. Chacun venait poser son problème. Il y en a qui venaient pour avoir les faveurs. Bref, il y avait l'affluence habituelle liée. Par rapport à ces événements, est-ce que vous n'avez rien appris à la présidence? Non, est-ce que des dispositions n'étaient pas en train d'être prises? Non, monsieur le procureur. Vous n'avez pas remarqué cela? D'accord. Vous dites que c'est votre téléphone qui a été utilisé pour appeler le président Sidia. Il y avait combien d'officiers à côté lorsque le président Dadis parlait avec le président Sidia? Je n'ai pas très bien compris. Il y avait combien d'officiers à côté d'eux lorsque vous appeliez le président Sidia? Je crois que, si je me souviens, il y avait à peu près 3 ou 4 personnes de sa protection personnelle parce que, comme je l'ai dit, et je le répète, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était jamais pratiquement seul. Ce jour d'ailleurs, exceptionnellement, il y avait peu de monde. Sinon, son bureau ne désemplissait pas et parfois même, il avait du mal à se faire une place. Les 3 personnes-là, vous vous rappelez de leur nom? Non, c'était ce qui est sûr, c'était des hommes en tenue, mais je ne saurais dire qui c'était exactement. Le colonel Tchebro était présent? Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu. Mais en tout cas, il y avait 3 personnes. Au moment où vous appeliez le président Sidia, il n'était pas présent? Vous savez, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas ce jour-là avoir fait plus de 5 ou 10 minutes avec le président Dadis. J'insiste. Est-ce qu'au moment où vous appeliez le président Sidia, vous n'avez pas remarqué sa présence? La présence du colonel Tchebro, sincèrement, je ne me souviens pas. Même s'il avait été présent, je ne me souviens pas. Et vous ne pouvez pas dire aussi les noms de 3 personnes qui étaient là? Non, je dis à peu près 3 à 4 personnes. Je ne saurais dire avec... Vous ne connaissez personne? En tout cas, il y avait d'autres personnes que moi. Oui, ces 3 à 4 personnes-là, vous ne les connaissez pas? Non, non, pas du tout. Sincèrement, non. D'accord. Et la maison qu'occupait le président Dadis, est-ce que cette maison avait une issue de secours? Non, 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 je n'ai jamais su. En fait, il me recevait dans la maison
et le plus souvent assis sur le lit ou assis à l'intérieur de la maison. Je ne m'y attardais pas beaucoup. C'était le temps de le rencontrer et de repartir. Sincèrement, son intimité ou ses appartements privés, je ne peux pas en donner les détails. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelque chose du régiment? Vous avez entendu parler du régiment? Oui. Régiment. Vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler du régiment, comme la garde présidentielle. Qui était le commandant? Sincèrement, je ne le sais pas. Vous ne vous êtes jamais intéressé? Les questions militaires et de sécurité, monsieur le procureur, lorsqu'on est civil, c'est un péril de s'y intéresser. Parce que on va vous poser la question du pourquoi de votre intérêt pour ces questions. D'accord. On voit que vous n'avez pas été dans l'État. Oui, bien sûr. La division du travail, comme oui. Avec la justice. Nous sommes des profanes. Non, la division du travail là-bas aussi. C'est cloisonné. On vous a fait venir parce qu'on veut comprendre. Oui. Voilà. Est-ce que Marcel était bien l'adjoint de Toumba? Je les voyais ensemble, sans connaître la nature exacte de leur relation ou de leur collaboration. Mais en tout cas, assez souvent, je les voyais ensemble quand même. Oui. Est-ce que Marcel, on l'appelait adjoint de Toumba? C'est ce qui transparaît en les voyant. Mais je ne peux pas le dire de manière formelle et catégorique, puisque je n'ai pas vu d'acte de nomination et on n'a pas non plus parlé. Mais dans les faits, c'est ce qui semblait laisser croire leur proximité apparente. D'accord. Est-ce que le président Dadis écoutait souvent vos conseils? Le président Dadis, je vais vous raconter une anecdote, parce que votre question a réveillé un souvenir à moi. Je me rappelle qu'une fois, une des rares fois d'ailleurs, où j'ai eu la chance d'avoir un entretien en tête-à-tête avec lui, nous discutions un peu de la conduite de la transition et de la manière de qualifier le processus et de le rendre un peu plus inclusif. À l'issue de la discussion, le capitaine avait été convaincu du bien fondé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il en était intimement et fortement convaincu. Et moi, personnellement, j'en étais heureux. Mais peu de temps après, je ne lui ai pas dit, et j'ai su par la suite que peut-être il avait partagé enthousiaste l'idée avec d'autres, parce que dans la cour, des officiers m'avaient interpellé pour me dire, mais tiens, c'est toi qui veux qu'on nous remplace tous à nos postes, qu'on prenne nos places en parlant de gouvernement d'union nationale. J'ai dit non, moi je n'ai pas dit de vous remplacer ou de prendre vos places. J'ai essayé de dire au président qu'il fallait faire un peu de place aussi aux autres pour que le processus soit un peu inclusif. Mais ce n'est pas au détriment de vos places, c'est d'ouvrir pour qu'il y ait un peu plus de place pour les autres. Je n'ai plus parlé de gouvernement d'union nationale et le capitaine non plus ne l'a pas fait. Donc, à partir de l'interpellation qui avait été faite à moi-même, j'ai compris que par la suite, il a dû y avoir des pesanteurs et d'autres contraintes qui n'ont pas permis de concrétiser l'idée. Et je termine sur ce point pour dire, il peut écouter mon avis. C'est pourquoi, dans mon introduction liminaire, j'ai parlé un peu de la délicatesse de gouverner et de la difficulté à conduire des hommes. Vous savez, un chef de l'État, il est au milieu de beaucoup de courants, d'intérêts, d'opinions, d'influence. Il y a des jours où vous êtes entendu, il y a d'autres fois où vous n'êtes pas compris. Parce que comme on le dit, vous n'êtes pas le seul à murmurer à son oreille. Il entend beaucoup de sons de cloches différents, à partir desquels il fonde son jugement et sa conviction qui pourrait être proche de votre avis, de votre sensibilité, de votre préférence, tout comme ça peut en être complètement éloigné. Donc on ne peut pas
avoir la prétention de dire qu'on est écouté par un président ou avoir la vanité de dire qu'on doit être écouté par le président parce qu'on n'est pas le seul qui le rencontre et on n'est pas le seul qui lui parle. Donc, vous avez compris qu'il y avait réellement des pesanteurs qui pesaient sur lui. C'est dans la nature du pouvoir, monsieur le procureur. Vous savez, il y a François Hollande qui a écrit un très beau livre, Les leçons du pouvoir, où il explique un peu la relation qui existe entre un chef de l'État et ses conseillers. Dans ce livre, je vous le résume, il dit que chaque fois qu'il doit prendre une décision importante, il fait appel à l'ensemble de ses collaborateurs. Il donne la parole à chacun pour donner son avis, faire une suggestion. Et qu'après le tour de table, chacun des collaborateurs s'attend à ce que ce soit son point de vue, sa suggestion, que le président retienne en fin de compte pour prendre sa décision. Il dit qu'il est amusé de voir un peu chez ses collaborateurs cette attente, cette langueur de voir dans quel sens, dans quelle direction pourrait aller la décision. Mais qu'en fin de compte, lui, le président de la République, prend la décision et toutes les décisions qu'il a eu à prendre en tant que chef de l'État l'engage personnellement parce qu'il est le dernier, en dernier ressort, à décider de ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. D'accord. On ne va pas insister outre mesure. Et vous avez démissionné le 2 novembre 2009. N'est-ce pas? On peut savoir les raisons. Pourquoi vous avez démissionné? Je les ai expliqués amplement dans ma lettre de démission, mais je vais vous les résumer. Monsieur le procureur, après un événement aussi dramatique, le chef de l'État, vous avez l'occasion de le rencontrer. Vous le voyez lui-même dans un certain état d'impuissance, de désarroi face à ce qui est arrivé et d'incompréhension qui donne le sentiment que lui-même, il ne maîtrise pas la situation ou ne contrôle pas les événements. Ça vous donne à réfléchir lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation. Deuxièmement, je vous ai expliqué de tendance dans un régime. Il y a ceux qui veulent la paix, qui prônent l'apaisement et recherchent le compromis. Cette ligne peut triompher, comme la ligne de la fermeté, sans savoir forcément qui en est le détenteur, peut également s'imposer. Après les événements du 28 septembre, j'ai senti personnellement, parce que nous avons mené des combats internes liés à la perception que chacun de nous peut avoir de la conduite de la transition ou non, mais tant que c'est dans le cadre du débat interne, il n'y a pas d'inimité particulière, ni de débordement excessif, ça peut se gérer. Mais lorsque vous avez le sentiment, investi d'un mandat, d'une petite portion d'autorité, que vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'avez pas de pouvoir de décision, votre voix ne passe même plus, qu'est-ce que vous faites en âme et conscience? Si vous êtes un homme conséquent, qui a des scrupules, c'est d'être cohérent avec vous-même. Est-ce que vous avez senti dans le comportement du président Dadis, il exerçait réellement son pouvoir de contrôle ou il avait effectivement la maîtrise de la situation? Le président Dadis était dans un grand démocratisme parce que, comme je vous l'ai dit, son bureau ne désemplissait jamais. Je ne l'ai jamais vu d'autorité prendre une décision. D'ailleurs, même parfois, c'était difficile de prendre une décision parce que non seulement il voulait écouter tout le monde, mais il voulait que la décision reflète la synthèse de tous les points de vue, de tous les courants, de manière à ne vexer personne et à ne pas donner le sentiment de privilégier une tendance sur une autre. On peut appeler ça du compromis, comme on peut considérer que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de la décidophobie. Vous répondez à un grand philosophe.
aux différentes questions que vous ont posées, M. Thibault. Vous n'êtes pas très direct dans vos réponses, je vais dire. Et nous aimons des réponses assez directes. Je vous ai dit, est-ce qu'à un certain moment, vous avez senti dans son comportement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation ou la maîtrise de la situation? Est-ce que vous avez senti cela? Monsieur le procureur, je crois avoir répondu en amont à cette question. Si vous pouvez revenir là-dessus. Je vous ai dit que... Mais de façon précise. Je vous ai dit que juste après les événements, je l'ai trouvé dans le couloir, les mains sur la tête. Et quand il m'a vu, non, il a relevé la tête. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai très bien compris la question. Laissez-le finir, monsieur le procureur. Allez-y. Il a relevé la tête pour dire, est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait? Vous pensez que quelqu'un qui pose une telle question, il contrôle la situation? Ou il est maître de tout? Merci, c'est répondu. Le président Dadis, lors de son passage ici, a dit qu'il y avait un complot qui était ourdi contre lui. Un complot ourdi par le général Sekouba Konaté, le professeur Alpha Condé et leur exécutant Toumba. Vous qui avez eu la chance d'approcher toutes ces personnalités, est-ce que vous pouvez croire en de tels propos? Vous me permettrez, monsieur le procureur, de ne pas répondre à la question parce que ma réponse aurait un caractère spéculatif. Et j'ai fait le serment de dire, les choses avec précision, avec exactitude et certitude. Mais là, on est dans le domaine un peu spéculatif et je m'en méfie un peu, si vous permettez. Merci beaucoup. Que savez-vous de la présence des recrues de Kalia au sein du camp Alpha Yaya? Rien du tout, monsieur le procureur. Aussi, colonel Pivi avait envoyé 500 hommes qui avaient séjourné dans l'enceinte du camp pendant des jours. Tout ce qui relève des questions militaires, d'ordre sécuritaire, je suis incompétent pour en parler parce que je n'en sais absolument rien. D'accord. Et y avait-il des conteneurs qui servaient de lieu d'incarcération au niveau des différents services qui menaient des enquêtes, notamment chez colonel Kebro, chez colonel Issa et chez Pivi? C'est dans le même registre, monsieur le procureur. Vous n'avez pas vu de conteneurs dans l'enceinte du camp? Non, pas du tout. Franchement, non. D'accord. Pour vous, la garde présidentielle pouvait se permettre d'aller au stade sans avoir reçu d'instruction? Je préfère parler de ce que je sais et me limiter à cela, monsieur le procureur. D'accord. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Vous ne savez rien aussi des charniers? Vous n'avez pas entendu parler? En dehors de ce qui en a été dit dans la presse, non. D'accord. Est-ce que, avant votre démission, le président Dadis avait entrepris même une sanction disciplinaire à l'égard d'un officier ou d'un agent? Le bruit courait dans les rangs qu'il y aurait eu des sanctions contre les présumés auteurs et responsables de ces événements, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, le bruit courait que les actes ne resteraient pas impunis. Mais comme entre-temps, j'étais parti, donc je n'ai plus suivi la suite. D'accord. Mais vous croyez au massacre du 28 septembre? Si j'y crois, je n'ai pas très bien compris. Oui, est-ce que vous croyez qu'effectivement il y a eu des massacres au stade? J'avoue que je n'arrive pas à très bien comprendre la question. Si vous avez compris, M. Thibault. Non. Est-ce que vous croyez fermement qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? Vous savez pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas la question? Pour deux raisons simples.
Il y a eu tellement de commentaires, tellement de rapports qui ont été établis sur ces événements. Et nous-mêmes, nous sommes à un procès à la suite de ces présomptions de massacre et de bain de sang. Est-ce que ces rapports et commentaires ont emporté votre conviction? J'ai été moins insensible à tout cela que ce que moi-même j'ai vu comme détresse des familles et comme image à chaud des événements tels qu'ils sont déroulés. Moi, je pense que la douleur des familles, des victimes et de leurs familles, et les images poignantes, insoutenables que la plupart d'entre nous avons vues par la magie des médias, suffisent à emporter, pas la conviction, parce que ça, c'est du domaine de la justice, mais à nous émouvoir en tant qu'être humain. D'accord. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu des morts au stade? C'est évident, sinon on n'en serait pas là. Bien. Il y a eu des cas de viol aussi. J'en ai entendu parler, mais je ne peux pas en donner la preuve formelle et catégorique. D'accord. Pour vous, qui a fait ça? Qui a fait cela? Qui pouvait faire cela? Monsieur le procureur, vous demandez un travail d'enquête à la place de ma déposition de témoin. Peut-être qu'il me faudrait d'autres qualifications pour l'avenir, pour essayer de satisfaire la curiosité.